Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis les années 60, la loi de programmation militaire permet à la France de disposer d'une vision stratégique de moyen long terme et de déterminer les moyens matériels et humains que souhaite consacrer notre pays à la défense de ses citoyens, de son territoire et de ses intérêts. Elle permet aussi à notre base industrielle et technologique de défense de disposer d'une visibilité indispensable à la préservation de centaines de milliers d'emplois essentiels à l'exercice de la souveraineté nationale. Nous le savons tous, notre outil militaire doit répondre à deux enjeux majeurs pour notre nation. En premier lieu, la défense de notre territoire, qu'il soit métropolitain, ultramarin, sous-marin ou spatial. En cela, l'ambition de ce texte reste sur certains segments trop faibles. Mais je comprends, étant donné le bilan catastrophique de la Macronie en termes de finances publiques, qu'il peut être difficile de faire plus. Le second est de défendre la place de notre pays dans le concert des nations, cette place si singulière qui fait de notre pays une nation à part, regardée par toutes les grandes puissances. J'ai, durant la dernière campagne, longuement développé ma vision de cette France puissance. En ce début de discussion, je me satisfais que l'outil militaire que vous programmez pour les prochaines années ne soit pas incompatible avec la politique étrangère et de défense que je souhaite mener. L'actualisation prévue dans ce texte permettra d'ajuster notre outil militaire quand nous arriverons au pouvoir. Le contexte géopolitique et économique dégradé nous oblige à faire de cette LPM 2024-2030 un texte irréprochable sur le plan de la sincérité budgétaire comme sur celui des capacités militaires. Monsieur le ministre, vous avez réaffirmé le rôle majeur de la dissuasion nucléaire et en cela, nous vous soutiendrons sans réserve. Nul ne saurait remettre en cause l'un des piliers de notre défense, héritage du gaullisme. Car l'existence de la France en tant que pays libre n'est pas un acquis immortel et doit toujours être défendue. Sur le plan conventionnel, en revanche, nos inquiétudes demeurent. Certes, les efforts entrepris depuis 2015 sont louables et ont permis de mettre un terme à la saignée infligée aux armées dans le cadre des dividendes de la paix des années 90, mais ils ne sont toujours pas assez rapides et surtout pas assez massifs budgétairement. Face à l'instabilité croissante du monde, il est plus que temps de comprendre qu'une armée ne peut être réellement complète si elle demeure, comme la nôtre, échantillonnaire. D'abord, nos armées doivent être capables de conduire tous les types d'opérations de manière autonome. Or, à titre d'exemple, nous ne disposons pas d'hélicoptères de transport lourds. Au Mali, il a fallu l'assistance de la Royal Air Force. Votre projet de LPM ne répond pas à cette question. Ensuite, nos capacités ne doivent pas être soumises aux aléas des chimériques coopérations européennes que sont le SCALF et le MGCS face à l'attitude inacceptable de nos partenaires allemands, plus prompts que vous à défendre leurs intérêts nationaux. Il nous paraît en effet indispensable de mettre en place des alternatives souveraines. Puisque nous parlons Europe de la défense, concept en lequel vous êtes bien les seuls à croire, prenons un autre exemple, la Facilité européenne pour la paix. Certes, la contribution du ministère des Armées sera demain exclue de la trajectoire des besoins financiers, mais trouvez-vous normal, Monsieur le Ministre, que le contribuable français débourse des centaines de millions d'euros pour permettre, par exemple, au gouvernement polonais d'acheter des matériels américains et sud-coréens? Ne pensez-vous pas que cette manne financière pourrait permettre d'œuvrer à la transformation de nos armées, dont vous faites, je l'ai bien compris, si grand cas? Sur ce sujet aussi, vos professions de foi multilatéralistes sonnent, Monsieur le Ministre, non comme les témoignages d'une vision stratégique, mais comme des dogmes que je considère terriblement datés. Permettez-moi enfin d'évoquer les femmes et les hommes qui constituent le fer de lance de nos armées et de leur témoigner mon indéfectible soutien. Ils incarnent la discipline, l'honneur et le courage, autant de vertus sociales que nous chérissons et souhaitons voir prospérer. Mais j'avoue également avoir du mal à comprendre la politique que vous menez en la matière, alors même que nos armées font face à une hémorragie de départ, un phénomène, c'est vrai, qui concerne l'ensemble de la fonction publique. En conclusion, notre groupe aborde ces débats dans un esprit constructif et apaisé. Nous le devons à nos soldats qui, en choisissant le métier des armes, acceptent de mourir pour que d'autres vivent.